Dans les Hauts-de-France, en 2022, 1 million de résidences principales affichaient un diagnostic de performance énergétique DPE classé E, F ou G, soit 42% des résidences principales de la région. Et il s'agit d'ailleurs de la troisième part la plus élevée de France de province. Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter cette deuxième date de la tournée régionale Réno Tour. En attendant le forum Réno Days, qui pour rappel aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Nous sommes ici à Lille et en public dans les locaux du campus ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Un lieu évidemment idéal pour discuter des enjeux de la rénovation énergétique. Ancien restaurant Flunch pendant près de 30 ans. La performance énergétique a été au cœur de la rénovation des lieux. Et on va en parler justement à l'occasion de cette deuxième table ronde avec un public qui peut s'applaudir. Voilà. Et que l'on sollicitera évidemment encore une fois à l'issue de cette table ronde, puisqu'ils pourront vous poser directement, messieurs, des questions. Je présente donc nos 4 invités. Jérémy Giacomini, bonjour. Bonjour. Président de CareData, ambassadeur de la French PropTech, bienvenue. Louis Fayolle, responsable commercial marketing de l'Institut Négawatt, bonjour. Bonjour. Simon Desac, directeur de l'agence Nord de France, intrapreneur chez Océlis Group français. Et c'est vous qui avez aménagé les locaux, vous allez nous en parler dans un instant. Et puis à vos côtés, bonjour. Laurent Mathieu, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Directeur général de Point P Nord. Bienvenue à tous les 4. Simon Desac, je disais donc directeur d'agence Nord de France chez Océlis, spécialisé dans la rénovation, l'aménagement d'espaces professionnels depuis 1999. C'est bien ça. J'ai bien révisé. Et c'est votre entreprise qui a été sollicitée pour transformer le bâtiment d'avant. Donc, on parlait de Flunch en un lieu d'accueil pour étudiants. Ça a été quoi les principaux, j'ai envie de vous poser cette première question, mais les principaux défis et choix stratégiques pour adapter cet ancien restaurant en un espace d'enseignement, justement, pouvant accueillir des étudiants tous les jours de l'année? Alors tout d'abord, ça a été bien sûr une phase de conception, ça démarre comme ça, un projet, une rencontre, une conception, répondre à un cahier des charges pour pouvoir créer l'école. Des espaces qui étaient donc occupés par un restaurant qu'il fallait transformer, des espaces qui n'étaient pas munis de lumière du jour. Donc, comme la salle où nous nous trouvons, il a fallu adapter le cahier des charges à ça. On a conservé aussi des éléments comme les escaliers, par exemple, et on a dû adapter les lieux, adapter l'architecture au lieu. Et également, on l'a dit aussi, on va le développer, isoler et chauffer et éclairer différemment l'espace. Voilà, ça a été 4 mois de chantier après un curage de 2 mois. Finalement, c'est un temps de chantier assez court. C'est un temps de chantier assez court. On est une entreprise contractant général, donc on arrive à maîtriser aussi bien la conception que la réalisation. Donc c'est notre force de pouvoir proposer en temps record des aménagements complets, de l'architecture jusqu'à la pose de la dernière chaise, j'allais dire. Effectivement, un temps assez restreint qui nous a permis pendant ce temps-là de couvrir le temps d'instruction du dossier auprès des autorités administratives. Quelles solutions durables donc ont été mises en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ? Alors, je vais prendre l'exemple de la salle où nous nous trouvons. Le plafond est en fait une toiture, donc on a isolé par l'intérieur ce plafond. On a isolé les parois murales aussi qui sont façades. Et on a donc éclairé, bien sûr, en éclairage basse consommation, tous les locaux et bien sûr ventilation double flux avec récupération de calories et également pompe à chaleur pour capter les calories et les retranscrire à l'intérieur, donc ce qui est un mode de chauffage qui permet de réduire la consommation de CO2. Donc système de chauffage adapté, de rafraîchissement aussi en même temps. Oui, rafraîchissement également. Ça fait les deux en même temps. Voilà. Les optimisations aussi, optimisation architecturale ont été nécessaires aussi pour répondre au cahier des charges, notamment concernant les espaces sans fenêtres. Et comment ces choix aussi ont-ils influencé finalement la performance énergétique finale du bâtiment ?
Alors l'idée, bien sûr, ça a été d'isoler les façades, hein, on l'a dit, de travailler avec le bâti qu'on avait. Le bailleur part ailleurs dans le futur, a un projet d'isolation par l'extérieur pour redonner une autre image au bâtiment également. Donc l'enveloppe thermique sera améliorée dans le futur, on l'a pris en compte dans nos projets. Voilà, ça a été ce qui a guidé nos choix, c'est effectivement isoler tout ce qu'on pouvait et puis après ce sera couronné par l'isolation par l'extérieur du bâtiment. Et en termes de consommation d'énergie, vous avez une vision claire de ce nouveau bâtiment? Alors oui, on a une vision qui sera comment dire actée un peu plus tard. Il nous faut du recul, Jean-Baptiste. L'école a ouvert il y a à peu près 1 an, donc c'est encore trop court pour le dire. Mais comme tout a été fait, tout a été pensé pour, on peut déjà dire qu'on aura des retours très positifs. Merci. Voilà. Jérémy Giacomini, vous êtes président de CareData, ambassadeur de la French PropTech. CareData, avec le mot care, donc le mot soin. Et puis, il y a une histoire aussi de QR code pour tracer, historiser, partager les données des bâtiments. C'est tout ça, CareData? C'est parfait, c'est exactement ça. C'est pas que des bâtiments, parce que c'est plutôt c'est une suite digitale qui est basée sur un modèle de données innovant qui permet de facilement donner du sens à de la donnée, de la collecter et de la partager. Et donc par rapport à ce que vous disiez, voilà, le cas d'usage qu'on peut citer dans l'immobilier, dans la maintenance, dans l'entretien des bâtiments, ça va être de pouvoir suivre tout ce qui se passe en termes de passage sur l'entretien, les travaux du bâtiment. Mais typiquement, je prends le cas d'un syndic. Aujourd'hui, il est bien incapable, je connais le métier pour l'avoir un peu pratiqué dans mes expériences précédentes, il est bien incapable de dire à ses clients le jour de l'Assemblée Générale ou à n'importe quel moment si le paysagiste il est bien passé 5 fois conformément au contrat, est-ce qu'il y a bien eu les 3 tontes, est-ce qu'il y a bien eu telle taille d'arbuste, est-ce que la femme de ménage passe bien 2 fois par semaine. C'est quand même assez... tout ce qui ne laisse pas de traces, encore plus que ce qui en laisse, comme les étiquettes des extincteurs. Tout ça, on permet de donner du sens par un QR code à ces objets ou à ces passages. Et puis chaque passage ensuite est partagé, alerte les différentes parties prenantes et constitue un reporting finalement où à la fin de l'année, le syndic peut fournir un rapport de tout ce qui s'est passé sur l'immeuble. Donc, il donne de la confiance à ses clients, il justifie ses honoraires, il montre qu'il a vraiment fait le travail. Donc ça, c'est un des cas d'usage, peut-être le plus complexe parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels on peut revenir et qui sont plus en lien encore avec ce sujet de rénovation et comment on met de l'impact, comment on fait baisser l'impact carbone notamment. Alors, le QR code, c'est une techno qui est relativement simple finalement. Comment est-ce que votre techno assure cette traçabilité de l'origine des matériaux utilisés dans les projets, par exemple, de rénovation énergétique ? Par exemple, aujourd'hui, mon premier client, c'est une filiale de Rabot du Tilleul, voilà, sur la région, un gros constructeur, promoteur, qui aujourd'hui lance une plateforme de réemploi. C'est justement un des sujets majeurs aujourd'hui. Comment j'évite d'utiliser des matériaux neufs avec un impact carbone fort. Le sujet, c'est la déconstruction, comment je récupère le maximum de matériaux lors d'une déconstruction. Et ces matériaux, avec ma solution, on va pouvoir leur donner un sens. C'est un IPN, c'est des isolants, c'est des câbles, c'est des portes de bureaux qu'on ne va pas jeter à la benne, mais qu'on va réutiliser, réemployer. Et donc, on va, dès le début de la déconstruction, identifier ces matériaux, dire ce qu'on connaît du site. Par exemple, on aurait pu dire ici que les matériaux récupérés, c'était un ancien flunch, qu'ils ont été utilisés pendant tant d'années, etc. Puis on va remettre a priori leur bilan carbone à 0, puisque c'est une deuxième vie, donc il a été consommé, ce bilan, c'est bon. Et là, on va suivre toutes les manipulations qui vont avoir lieu, le transport, le reconditionnement, justement, jusqu'à leur destination nouvelle, et pouvoir fournir une carte d'identité, finalement, avec un bilan carbone qui sera enrichi petit à petit, mais très faiblement, comparativement, encore une fois, à un matériau neuf. Et il pourra rentrer, grâce à ces fiches d'identité, dans le bilan carbone de la nouvelle opération et justifier cette démarche de réemploi. Voilà. Alors, on peut parler d'un projet qui a été mené à bien, je pense à Tourcoing. On en a parlé ensemble en préparant cette table ronde, pour parler finalement de la prolongation de la durée de vie des équipements. Comment votre techno répond à cet enjeu-là ?
C'est effectivement un enjeu là, long terme, puisque la donnée elle a un impact dans le contrôle immédiat. Comme je vous dis, vous savez qui est passé à telle heure sur telle action, mais si vous historisez tout ça, une bonne maintenance avec les bons actes au bon moment, on est dans le préventif plutôt que le curatif, et on peut identifier individuellement chacun des équipements du bâtiment. L'exemple que vous citiez, c'est effectivement une société d'économie mixte qui gère un parc de bâtiments tertiaires collectifs, et qui gère notamment en termes d'équipement des chaudières. Il me disait que sur l'ensemble des chaudières qu'ils vont gérer, ils appliquent une date de renouvellement théorique, et une chaudière c'est 10 ans, je l'ai appris. Et donc tous les 10 ans, ils changent toutes leurs chaudières. Mais ils savent très bien qu'au bout de 8 ans, une de ces chaudières a fait l'objet d'un quasi-remplacement, parce qu'il y a eu une panne, donc ils ont presque tout changé. Mais quand vous le savez, on a des factures. Et c'est quelle chaudière? On ne sait pas. Donc 2 ans après, la chaudière, elle sera changée complètement, et jetée. Donc en fait, c'est assez aberrant d'un point de vue impact consommation de matières premières, mais également économique, tout simplement, puisqu'il suffirait de l'identifier, de dire je la sors du renouvellement. Et à ce moment-là, elle continue sa vie pour 10 ans encore. Potentiellement, les autres, au lieu de 10 ans, on peut tenter de les faire durer 1 an, 2 ans de plus, de voir ce qui se passe, parce qu'on a la donnée pour l'analyser. Donc voilà comment on peut se projeter. Au démarrage, évidemment, ce cas-là, je ne peux pas le prouver, mais ma solution permet d'isoler vraiment ce suivi et d'avoir une vision à la fois globale et unitaire. Et avec un simple QR code. Le QR code, c'est le moyen, si vous voulez. Oui. C'est la technologie de base. Parce que ça permet d'identifier chaque appareil. Voilà, le but, c'est que ce soit low-tech. C'est encore une fois, si on veut être dans la sobriété, dans l'impact positif, la tech, elle n'est pas forcément dans des choses très poussées, la deep tech, l'IA. Là, on est sur de l'usage d'un QR code qui avait, pour le coup, quasiment disparu avant le Covid, qui est revenu en force. On a vu tous les usages qu'on pouvait en faire. C'est un des usages du QR code. Mais ça pourrait être autre chose demain. L'important, encore une fois, c'est le modèle de données, c'est cette facilité à gérer de la donnée, la partager, la décloisonner. Puisqu'aujourd'hui, on me dit notamment sur les prestataires que je peux rencontrer, oui, mais nous, on produit des rapports, on donne des rapports à nos clients dans des extranets. Je dis, mettez-vous à la place du syndic qui, effectivement, a peut-être, en termes de nettoyage sur son parc, 5 prestataires. Donc autant d'extranets, et il doit rentrer dans chacun des extranets pour aller regarder chacun des rapports. Il ne le fait pas. Donc en fait, il y a une incompréhension. Le syndic, il a besoin d'une vision décloisonnée, et donc moi je décloisonne la donnée, et on met que de la donnée utile, qui peut être complétée par des rapports, effectivement, beaucoup plus poussés, mais qui deviennent du coup utiles, et qui ne sont pas stockés, archivés, cachés, et donc inutiles. Et vous avez un impact direct sur la réduction, par exemple, de l'empreinte carbone avec ce type d'exemple. Exactement, qu'on peut mesurer en plus. C'est ça qui est important, la donnée permet de prouver. Louis Fayolle, responsable commercial et marketing de l'Institut Négawatt. Comment l'Institut Négawatt accompagne justement les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique, notamment à travers une initiative dont vous allez nous parler, qui s'appelle le Planissimo? Alors, on a développé une application qui permet aux collectivités de reprendre la main sur leur stratégie d'investissement dans la rénovation des bâtiments tertiaires. On a aujourd'hui des collectivités qui souvent subissent les travaux et les besoins en maintenance des bâtiments, et donc ils font un saupoudrage de leurs moyens d'investissement sur les différents bâtiments, et on se retrouve avec parfois des investissements qui ne sont pas très efficaces à court et à moyen terme. Et comme depuis 2019, il y a le décret tertiaire qui pousse à avoir des obligations d'économie d'énergie sur les bâtiments qui sont assez fortes. C'est 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% de baisse de consommation d'énergie en 2050. Ces stratégies actuelles de saupoudrage des grands propriétaires de bâtiments tertiaires ne sont plus suffisantes. Donc nous, on vient réinterroger ça, on leur redonne le pouvoir sur leur stratégie d'investissement en rentrant toute leur typologie de bâtiments dans l'application, en rentrant tous les travaux qui ont déjà été faits et leurs coûts et toutes les maintenances déjà effectuées, et en leur montrant où est-ce que ça aboutit en termes d'économie d'énergie. On leur sort ensuite un scénario différent en leur disant, avec le même montant d'investissement, vous auriez pu atteindre une trajectoire différente et générer plus d'économie d'énergie. Et on leur sort un troisième scénario ensuite en leur disant, pour atteindre le décret tertiaire, il faut mettre tant d'investissements en place, il faut faire tant de rénovations, et il faut changer tant de systèmes de chauffage ou de ventilation. Et donc après, on déboule sur un plan d'action qu'on va dérouler avec le client pour passer de sa structure tendancielle actuelle à comment j'arrive à atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et on voit que souvent, on n'a jamais rencontré de client qui était sur un tendanciel qui lui permette comme ça, par ce qui faisait d'atteindre le décret tertiaire. Par contre, on a la ville de Lille, avec qui on travaille depuis 2016,
qui faisaient 2 rénovations complètes et performantes de bâtiments par an, sachant qu'ils en ont plus de 200 à rénover pour atteindre les objectifs du décret tertiaire en 2050. Là, ils sont passés à plus de 12 par an, et donc ils sont sur la trajectoire d'atteinte des objectifs de baisse de consommation d'énergie liés au décret tertiaire, sur une stratégie qui a été engagée en 2016, avec au début des équipes pour lesquelles c'était assez nouveau de se dire on va attendre pour faire des travaux, par exemple dans une école, ou changer un système de chauffage, parce que si on les fait cette année, eh ben, il faudra repasser sur la même école dans 5 ans pour faire des travaux d'isolation lourds, et donc on aura perturbé le fonctionnement 2 fois. Peut-être qu'il faut retarder les travaux, les faire une année plus tard et tout faire d'un coup. Comme ça, on a tout de suite un bâtiment performant. On n'est pas obligé de repasser 2 fois, et en plus, on a un système de chauffage qui est adapté à la nouvelle enveloppe du bâtiment. Finalement, vous êtes un outil d'aide à la décision. Exactement. C'est ça. Et à la priorisation des investissements. D'accord. Et puis à l'accélération, finalement aussi, dans la prise de décision. Alors, des prises de décision plus rapides, justement, avec les données que vous collectez. Tout à fait, parce qu'on est capable de partir des données des clients, de celles qu'ils ont, et on est capable de simuler les bâtiments, et donc d'aller chercher les données que les clients n'auraient pas. Et donc ça leur permet de se passer, de faire des audits énergétiques sur tous les bâtiments. Nous, on a les bases de données avec les typologies de bâtiments par année de construction, mode de chauffage, etc. Et donc on est capable de simuler leur consommation d'énergie et les travaux dont ils vont avoir besoin. Donc ça permet à un client d'avoir tout de suite une vision globale, sans avoir besoin de lancer des audits chronophages qui sont longs et coûteux, et donc de rentrer dans la décision très rapidement, et d'apporter aux donneurs d'ordre, qu'ils soient élus ou actionnaires ou propriétaires privés, tout de suite une vision globale avec un plan à 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui permettent vraiment de se projeter sur le long terme, et donc peut-être d'inverser les ordres de priorité qui avaient été fixés jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut avoir des retours sur l'expérience? Par exemple, vous m'aviez parlé de Saint-Nazaire, mais on peut parler aussi de Lille. Oui, tout à fait. Donc sur Lille, la ville a plus de 200 bâtiments concernés par le décret tertiaire. En 2016, sur le mandat 2014-2020, il y avait 2 rénovations complètes et performantes qui étaient faites. Et donc c'était des services qui faisaient beaucoup de maintenance curative. Et depuis, ils sont montés en charge, avec une partie qui a quand même été externalisée parce que les services n'étaient pas en capacité de gérer 12 rénovations complètes et performantes par an. Mais donc ils sont sur la trajectoire de parvenir à atteindre les objectifs du décret tertiaire. Ceux de 2030, ils vont les atteindre, donc c'est quand même 40% de réduction de consommation d'énergie sur les bâtiments, et ils sont sur la trajectoire pour atteindre ceux de 2040 et 2050. Donc on a vraiment une collectivité qui a été volontariste, qui s'y est pris assez tôt, parce qu'ils ont démarré en 2016 et le décret tertiaire date de 2019, donc ils étaient assez précurseurs, ils ont pris de l'avance, et aujourd'hui c'est une des collectivités les plus exemplaires en France sur ce sujet. Donc ça c'est pour Lille, et puis en Loire-Atlantique, vous me parliez de Saint-Nazaire, c'est ça? Tout à fait, il y a Saint-Nazaire, il y a aussi Lyon en région Rhône-Alpes, qui eux s'y sont pris un petit peu plus tard, et donc qui sont dans cette phase où on a collecté toutes les données, mis à plat tout le parc, audité les services pour voir quelles étaient leurs pratiques et ce qu'ils étaient en capacité de faire. Et du coup, ils sont en train de monter en charge aussi en retardant certains travaux, en changeant la typologie des changements de chauffage qu'ils faisaient auparavant. Et ils montent petit à petit en régime sur le nombre de rénovations complètes et performantes qu'ils font par an. Et puis vous contribuez finalement aussi à être garant à lutter contre la vétusté des bâtiments. Ça, c'est un vrai plus aussi. Tout à fait, on a une approche sur la sobriété, alors qu'elle soit foncière dans l'utilisation des bâtiments, et donc on vient réinterroger est-ce qu'ils sont vraiment utilisés 100% de leur temps, et donc on peut changer aussi les consignes de chauffage quand il n'y a personne, mais aussi est-ce qu'ils sont vraiment, la surface du bâtiment est totalement utilisée, et donc est-ce qu'on peut faire des réallocations de surface? Est-ce qu'il y a des bâtiments qu'il faut céder, parce qu'au final ils sont tellement peu utilisés qu'on pourrait rebasculer des équipes dans d'autres? Et donc, on vient faire de la sobriété foncière et de la sobriété d'usage, en plus de la planification de travaux et de maintenance. Laurent Mathiot, je me tourne vers vous à présent, directeur général de Point P Nord. Vous allez nous parler d'une initiative, notamment lancée sur l'île, mais pas que. C'est l'avantage d'avoir des blocs de béton, mais sans ciment, qui sont développés notamment sur l'île, et parler de leur potentiel, évidemment, développé à grande échelle. Alors effectivement, on a des vrais défis dans le bâtiment. On a 3 axes sur lesquels on souhaite travailler. C'est 1, la décarbonation, 2, la circularité, notamment des matériaux, et 3, le confort d'été, confort d'hiver pour le particulier. Donc tout ce qui est effectivement performance thermique. Concernant le bloc, oui, on a particularité, Point P, qui est donc une marque de Saint-Gobain, était le premier distributeur de matériaux de construction, a aussi la particularité d'être aussi fabricant, avec un réseau d'usines à travers la France. On dispose de 18 usines de fabrication de blocs, et une se trouve à Don, sur la métropole lilloise, pour laquelle, là, on va essayer de
réalisé. Donc c'est un projet qu'on souhaite, qui va être lancé là cette année, avec des premières productions qui vont sortir courant 2026, de réaliser le premier bloc sans ciment. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais un mètre carré de parpaing, aujourd'hui, c'est 600 kg de CO2 qui sont émis. Donc là, on a une trajectoire qui est évidemment, d'ici 2026, de diminuer de 30%. Donc il y a une solution assez simple qui consiste à rectifier le bloc, donc faire des poses collées, donc moins de consommation de mortier. Et puis l'idée, c'est de commencer à venir sur des murs quasiment à zéro carbone. Et là, il y a des choix. Et le choix le plus, effectivement, peut-être le plus efficace, ça sera effectivement de pouvoir retirer le ciment. Donc on a un partenariat qu'on a développé avec une start-up canadienne qui a testé un procédé qui consiste à utiliser, donc, alors aujourd'hui c'est du sable, puisque aujourd'hui la fabrication de blocs doit se faire avec du sable. Demain, ça sera peut-être avec de la terre d'excavation, donc pour le sujet de la circularité, du laitier d'acierie. Et donc l'idée, c'est de mélanger les deux. Alors évidemment, sur le plan de réaction chimique, ça fonctionne pas des masses si on les mélange que tous les deux. Et l'idée, c'est d'injecter du CO2 qui va créer une réaction, notamment chimique, sur les oxydes. Il y a pas mal d'oxydes de magnésium, et ce qui va permettre de vitrifier le bloc. Et donc, ce qui va nous permettre de se passer de ciment, et donc ça a une vraie vertu, et puis ça a aussi une capacité à piéger le carbone, puisqu'on a plein de sources de carbone qu'on peut utiliser. Alors, notamment chez Saint-Gobain, on a une très belle usine de fabrication de verre à Aniche, à proximité. Demain, on peut se connecter sur une usine qui émet du CO2 et piéger, et donc transformer ce CO2 pour permettre de créer du liant. Donc ça, c'est une innovation qu'on souhaite porter, effectivement, et dont la première se fera. On a le premier pilote industriel qu'on lance sur l'île. Et comment est-ce que vous avez arrivé à mesurer finalement la qualité d'un tel produit, surtout dans le temps? Alors là, c'est tout le défi. Oui. On a déjà réalisé la production de 8000 blocs déjà l'année dernière. Donc on a utilisé nos propres agrégats. On a déjà testé la technologie. Et là, l'idée, c'est de passer sur un pilote industriel. D'abord, le premier sujet, ça va être de faire valider l'ACV. Donc l'ACV, c'est étudier le cycle de vie du produit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement normé. Donc on va analyser déjà le cycle de vie d'abord. Est-ce que ça génère pas d'autres sources de carbone? Parce qu'il faut toujours se poser un peu cette question. La substitution ou faire du négatif. Et puis surtout la durée de vie du produit. Là, il y a toutes sortes de tests qu'on fait avec le CSTB. Donc il y aura un ATEX derrière pour accompagner effectivement la commercialisation de ce produit. Et puisqu'on parle d'innovation, vous avez aussi recours à l'utilisation de la réalité virtuelle pour former les artisans à la rénovation énergétique. Concrètement, ça fonctionne comment? Et est-ce que ça fonctionne déjà? Alors, on a testé ça l'année dernière. On a fait une espèce de... un peu comme le Renault Tour de Renault Days. On a fait les 4 coins de la France avec... Ça s'appelait le roadshow autour de la rénovation énergétique. Et donc, on allait voir nos clients à la fois sur leur chantier, mais on les a reçus aussi dans nos agences. Et donc, c'était d'accompagner l'artisan pour le mettre en situation, donc sur un chantier, en réalité virtuelle. Et donc, ça lui permet de tester différents types d'ouvrages et de regarder si, effectivement, il a bien réalisé son chantier. Est-ce qu'il y a des pièges qui peuvent lui faire louper notamment un C2E? Parce que s'il n'a pas eu le bon geste de l'art, ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on a 5 ouvrages qui fonctionnent bien. C'est l'aménagement des combles perdus, l'aménagement des combles déjà aménagés, l'ITI, donc isolation thermique par l'intérieur, ITE, isolation thermique par l'extérieur, et puis tout ce qui est remplacement de menuiserie, donc en rénovation. Donc l'idée, c'est de le mettre en situation, aller chercher pour lui les éléments du DTU, et puis ce qui est assez intéressant, et c'est là où on a un petit défi, c'est de permettre aussi d'accompagner nos artisans, ceux qui ne sont pas encore RGE, pour les aider à sauter le pas, et découvrir effectivement tout ce qui est réglementation, et de commencer un peu à les former. Et donc là, cette année, on va redévelopper d'autres ouvrages. On a des sujets notamment d'isolation thermique par extérieur avec des isolants biosourcés. Donc, c'est ce qu'on va tester prochainement. Et puis, tout ce qui est rénovation de menuiserie, mais là, on dépose total. Et là, il y a quelques gestes importants où il ne faut pas se tromper, effectivement, en termes de rénovation. Est-ce qu'on dit un mot aussi sur le simulateur de performance énergétique? Comment est-ce qu'il permet d'améliorer notamment les projets de rénovation? Et surtout, est-ce que vous avez des retours? Alors, le simulateur, oui, on a quelques retours, puisque c'est un simulateur qui a été créé en 2015, donc on commence à avoir déjà un peu plus de 10 ans d'expérience, qui continue à franchir pas mal d'étapes. Alors, comment ça fonctionne? C'est effectivement une plateforme digitale pour laquelle
en 30 minutes, vous pouvez faire, par un jeu de questions, vous interroger effectivement sur la situation de votre habitat. Alors après, je vois qu'il y a des fois, il y a des données historiques. Je prends souvent l'exemple là, pour l'île des maisons 1930. On va analyser effectivement c'est quoi les points saillants, et donc on va analyser déjà l'exposition du bien, où est-ce qu'on a des risques de déperdition thermique, alors souvent toiture, façade et évidemment par plancher au niveau de la cave, et ce simulateur très rapidement va générer la performance thermique, et en plus il a été validé hier par le CSTB sur notamment le diagnostic de la performance thermique réglementaire, et donc ça nous permet de sortir tout de suite la classe. Et puis la deuxième étape, c'est une préco avec 3 types de scénarios qui va être proposé à l'artisan, mais l'artisan pourra aussi présenter aux particuliers sur des solutions qui permettent de faire ces sauts de classe en prenant en compte la partie économique d'une part, parce qu'on peut trouver des solutions économiques, notamment sur des isolants, ou si on souhaite des isolants plus biosourcés, mais qui sont un peu plus coûteux, de savoir comment on les intègre, et puis d'aller chercher les aides, puisqu'on propose les aides en même temps. Et justement, puisque vous parlez des aides, on peut parler de CapRénov+, qui facilite la simulation des travaux et l'accès justement aux différentes aides. Exactement, on a 2000 aides qui sont référencées, qu'on met à jour régulièrement, on se rapproche de nos différents partenaires. Je voyais que tout à l'heure, précédente table ronde, il y avait Amélio, les aides de l'Amélio sont reprises, celles de l'ANA évidemment, et puis on analyse effectivement en fonction des revenus du client, du particulier concerné par le chantier, effectivement, sa capacité à être éligible. Je posais une question tout à l'heure pour savoir comment est-ce qu'on pouvait fédérer, se faire rencontrer aussi les artisans, les collectivités. De la même manière, comment est-ce qu'on favorise la collaboration entre les startups, les grands groupes, les collectivités pour accélérer toujours cette volonté d'accélérer la transition énergétique du ou des bâtiments ? Alors, le premier élément de réponse, c'est déjà un plaisir de pouvoir se rencontrer. Déjà, des événements et ce type d'initiative nous permet de rencontrer. Elles y participent, oui. D'y participer. Je pense qu'il faut qu'on soit curieux. On va avoir un défi tous pour notre planète, à comment changer notre façon de travailler, comment faire évoluer nos procédés. On a un défi pour nos artisans, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre pour réaliser tous ces chantiers. Je pense qu'il faut éviter de changer le geste de l'artisan, donc trouver des solutions qui reprennent le geste de l'artisan pour essayer de l'accompagner et puis de le sensibiliser. Simon, c'est présent. C'est important d'être présent pour vous sur ce type d'événement, justement, qui permet de se faire rencontrer les différents acteurs de la filière. Tout à fait, c'est important. On peut aussi, moi je représente la partie tertiaire. Je sais qu'il y a aussi des acteurs tertiaires ici. On a parlé beaucoup du logement dans les tables rondes, mais c'est très important de le mettre en avant. C'est déjà une exigence auprès des investisseurs qui sont obligés via le décret tertiaire. On a parlé aussi, on a eu le C2E dans la précédente table ronde qui parlait également de réemploi de matériaux biosourcés. On en a parlé aussi ici. Chez Ocelis, on identifie les projets dès la conception, puisque ça se joue en conception. La partie chantier, on appelle ça chantier vert chez nous. Dès la conception, ça doit être pris en compte pour pouvoir sourcer les matériaux et pour pouvoir aussi proposer des solutions qui vont dans le bon sens pour le décret tertiaire. Donc tous les acteurs réunis, effectivement, nous permettent d'y arriver. Jérémy ? Je vais parler plutôt au nom de la French PropTech. Du coup, effectivement, donc la French PropTech, c'est une association nationale qui est organisée en ambassade régionale que j'ai commencé, on va dire, à relancer avec un ou deux partenaires l'année dernière. Elle n'avait jamais vraiment pris dans les Hauts-de-France, alors que pourtant c'est un territoire qui a la technologie en termes de start-up. Les premières start-up de France viennent de la région. Il y a un bassin avec l'immobilier, la ville, tout ce qui se passe aujourd'hui, on en a parlé depuis tout à l'heure, qui est très riche. Donc au-delà de la filière même, moi je parlerais d'écosystème en fait. Et le but de la French PropTech, c'est d'être un des animateurs de cet écosystème et de se dire que les startups, ou plutôt les nouvelles entreprises, les nouveaux entrants, puisqu'en fait startup aujourd'hui c'est presque parfois un peu connoté négativement sur des principes de valorisation d'investissement, mais les vrais entrepreneurs qui rentrent par la tech
créent des startups de fait. Et ces startups, elles ont besoin de clients, elles ont besoin de confiance et elles ont besoin d'aller vite. Donc le mouvement de la French PropTech qui permet effectivement d'essayer de valoriser ces nouveaux entrants, de les mettre en relation avec leur écosystème et de créer cette confiance et de faire passer certains messages comme le fait effectivement d'aller vite. Parce que ce que je constate surtout pour avoir beaucoup travaillé précédemment, notamment dans des grands groupes, c'est que parfois on a l'impression d'aller vite dans son contexte, mais quand on lance son propre projet, on se dit qu'on n'allait pas si vite que ça, et que si on va à la même vitesse, de toute façon, on n'en a pas pour longtemps. Donc l'appel que je fais au niveau de la French PropTech, c'est plutôt de se dire, faisons-nous confiance, allons vite, et il faut se lancer, il ne faut pas passer par X réunions, il faut y aller, il faut mettre des petits budgets, il faut des fois même pas en mettre, mais il faut tester, il faut se faire confiance, et en fait avec la richesse du territoire et de l'écosystème, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des choses. Donc j'ai Quentin qui est mon autre ambassadeur, en fait on est deux aujourd'hui à animer ce réseau, il y a des initiatives très intéressantes comme Lucas, que je vois au fond là-bas par exemple, qui lance un startup studio, et donc qui permettra, qui s'appelle Impact Founder justement, donc qui permettra d'avoir des projets à impact autour de l'immobilier, de la construction. Donc il y a plein d'initiatives, il suffit de les valoriser, il suffit de se rencontrer. C'est une initiative aujourd'hui, il y en a plein d'autres, donc j'espère qu'effectivement on va faire que grossir cet écosystème et cette communauté. Louis, c'est important de se fédérer finalement. Oui, et je trouve que l'État l'a plutôt bien fait sur les aides à destination des particuliers pour la rénovation des maisons individuelles. Et par contre, c'est assez absent côté bâtiment tertiaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent avec des grands propriétaires de parcs de bâtiments tertiaires qui sont perdus entre les différentes aides et qui sont du coup incapables de se projeter dans ce qu'ils pourraient obtenir comme aide et donc lancer des travaux derrière. Et pareil sur la filière, ce qui a été fait sur la partie finance pour les particuliers pourrait être fait sur la partie entreprise privée et accompagnateur pour qu'on ait vraiment un schéma directeur de bout en bout et que les gens puissent avoir une vision globale de tous les acteurs qui peuvent mobiliser aux différentes étapes de leur projet, qu'ils soient une maison individuelle, de bâtiment tertiaire, à une échelle locale ou à une échelle plus régionale. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Ne bougez pas parce que justement, il va peut-être y en avoir en plus des questions qui proviennent directement du public. Olivier, avec son micro, va déambuler vers vous. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Ils sont là, prêts à répondre à vos questions. Il y en a une derrière là-bas. Merci beaucoup Lucas, Impact Founders. Donc merci Jérémy. Je n'ai que à soutenir cette démarche. Je n'ai pas vraiment une question, mais allez voir les startups autour de la French PropTech. N'ayez pas peur des startups, que vous soyez artisan ou CAC 40, puisque on peut avancer beaucoup plus vite. Et nous on voit que ça. Sujet rénovation et transition environnementale et sujet innovation, on est au cœur de ça avec les startup studios. On va vraiment chercher les problèmes sur le terrain. Pour ensuite les transformer en start-up. Nous, on s'est donné pour enjeu créer 20 start-up qui aident à accélérer la rénovation énergétique et pas que comme sujet, en tout cas tous les sujets durables. Et ce que je voulais juste envoyer comme message, c'est n'ayez pas peur à partager avec les acteurs d'innovation vos problématiques, parce que nous, on est beaucoup plus flexible, on peut aller beaucoup plus vite, on n'a pas les barrières administratives et autres qui nous permettent de tester très très rapidement. Voilà, nous, on évite les slides de consulting et on va directement tester des sujets. Donc voilà, soutien à French PropTech, allez-y. Merci, monsieur. C'était pas préparé, vous êtes sûr? Ça sentait pourtant le... Merci pour votre intervention. Une autre réaction ou question qui s'adresserait... Oui, monsieur. Merci, déjà merci à tous pour finalement vos présentations. J'ai une première question pour lui. Donc derrière, effectivement, vous avez parlé de votre accompagnement avec la ville de Lille. Donc là, on est sur un portefeuille qui est assez conséquent, on parle de 200 bâtiments. Alors si on est plutôt sur un portefeuille qui est beaucoup plus petit, je veux dire 5, 10, 20 portefeuilles, est-ce qu'il y a également la solution mégawatt qui peut intervenir, ou qui peut être utilisée? Alors, je vous laisserai donc répondre. Une autre question, mais cette fois-ci pour Jérémy, je crois, Cœur Data. Donc, je pense qu'effectivement, donc c'est une super belle initiative, donc ça c'est vraiment encouragé. Alors, il y a peut-être un point qui, moi, m'a manqué, alors peut-être que c'était pas le lieu, c'est par rapport à tout ce qui est IA. Ici, on est à l'ESPI, donc c'est l'immobilier de demain, je crois, si je me trompe pas, Florent. Donc, est-ce que cette partie IA, peut-être c'est pas uniquement pour vous, du coup, peut-être pour tout le monde, est-ce que cette partie-là, elle est un peu, prise en compte ou regardée ou pas du tout? Enfin, voilà, grosso modo, les rapides questions que j'avais. Merci.
Bon, on répond à la première question et après on parlera de l'intelligence artificielle. Alors sur les petits parcs, sur des parcs d'une vingtaine de bâtiments, oui, on peut accompagner, on a des solutions. Sur des parcs de 5 ou moins de bâtiments, pas forcément, parce que les audits qui peuvent être faits sont pas très chers, et donc on va pouvoir fonctionner bâtiment par bâtiment, comme beaucoup de propriétaires le font aujourd'hui. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une vision plus exhaustive à l'échelle du parc quand on a moins de 10 bâtiments. Sur l'IA, oui, c'est des choses qu'on utilise, qui permettent d'accélérer le traitement de la donnée. Après, il faut aussi faire attention à la manière dont on les utilise, pour qu'on soit sûr du résultat. Et donc, pour l'instant, on est en train d'accélérer le traitement de la donnée. On ne l'a pas complètement non plus automatisé, pour être sûr que derrière les plans d'action qui en découlent et les conseils sur lesquels qu'on donne se basent bien sur de la donnée certifiée par de l'humain. Jérémy, est-ce que vous avez recours aussi dans la collecte de données à l'IA ? Pas dans la collecte aujourd'hui, mais justement, l'IA, évidemment, qu'elle est importante, elle est utilisée par beaucoup d'acteurs. Pour moi, c'est un moyen et pas une finalité. Et par rapport à ma propre solution, il y a déjà besoin d'avoir de la donnée pour faire de l'IA. L'IA, elle consomme de la donnée, donc évidemment que dans ma propre trajectoire, l'IA va avoir sa place rapidement, mais il faut commencer par mettre en place la solution, pouvoir collecter cette donnée pour ensuite faire travailler l'IA. Et de façon globale, en fait, je pense qu'aujourd'hui, par rapport notamment à votre question sur les artisans, les plus petits acteurs, etc., moi j'ai pu accompagner un agent immobilier l'année dernière par rapport à une démarche de consulting, et je me suis rendu compte qu'un tout petit, un indépendant, aujourd'hui, il a peut-être plus de moyens il n'a pas beaucoup de moyens forcément à déployer, mais il a des solutions qui coûtent pas très cher, parce que l'IA, elle est déjà dans une phase finalement d'amortissement sur des choses assez simples comme des évolutions autour de l'IA générative, et elle peut aider un petit agent immobilier, par exemple, à faire plein de choses beaucoup plus vite, et finalement, il va prendre sa décision, parce qu'il est indépendant, parce que c'est lui qui décide, beaucoup plus vite, justement, qu'un grand groupe qui veut se lancer dans l'IA, avec on va faire un projet IA. Souvent, il y a une telle inertie que le temps que ça descende sur le terrain, il va pas se passer grand-chose avant un moment, alors que le petit artisan, en quelques semaines ou quelques mois, il prend sa solution, il y va, il fonce, et en fait, il va tout de suite avoir un gain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus à gagner par l'IA, notamment, ça va être les petits, parce qu'ils vont aller vite, et ils vont pas s'embêter à réfléchir trop longtemps, ils vont foncer, ils vont avoir les gains très rapidement. Donc, l'IA, oui, elle est disponible, elle est utilisée par quasiment tout le monde aujourd'hui. Et les solutions, les startups viennent pas aujourd'hui sur l'IA pure, parce que voilà, après on est dans la recherche, on est dans d'énormes moyens. Donc ce qu'on fédère aujourd'hui, c'est plus quel usage on crée avec l'IA comme une brique technologique finalement de la solution qu'on propose. Oui, c'est la question qui revient souvent. Quel usage on en fait de l'IA, et on pourra faire un sujet un jour, pourquoi pas, sur l'IA et la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet qui se pose. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public. Merci de nous avoir suivis. On va faire une petite courte pause et on revient dans un instant. On va parler formation, on va parler reconversion également professionnelle. Tout ça autour de la rénovation énergétique. Merci de votre fidélité et à très vite.